28 mars 1872. À la frontière franco-italienne, l'archéologue Émile Rivière met au jour un squelette humain qui lui paraît très ancien. Cette découverte majeure va changer à tout jamais notre perception des hommes et surtout des femmes de la préhistoire. Depuis plus de 150 ans, cette sépulture a fait l'objet d'une enquête inédite qui a emmené des générations de chercheurs toujours plus loin des idées reçues sur la préhistoire. Car d'autres tombes exceptionnelles ailleurs en Europe sont venus compléter les informations recueillies au fil du temps. L'ensemble de ces études scientifiques racontent des peuples de chasseurs-cueilleurs nomades beaucoup plus complexes qu'on ne les imaginait autrefois. Partons pour un voyage dans le temps, il y a plus de 25 000 ans, en Europe. Retour sur les lieux de la découverte, aux falaises des Balsirossi, appelées parfois Baousséroussé ou Grimaldi. C'est ici, parmi une série de petites failles, que se trouve la grotte du Cavillon, où a été découvert le fameux squelette par Émile Rivière en 1872. Et là, grande découverte, il y avait le squelette complet. La découverte d'Émile Rivière est sans précédent. Il s'agit de la première fois qu'un squelette paléolithique est retrouvé entier, avec son mobilier funéraire et ses parures associées. Émile Rivière baptise l'individu découvert Homme de Menton, du nom de la ville la plus proche. Ce squelette était couché sur le côté gauche, à 7 mètres environ de l'entrée, près de la paroi latérale droite. Son attitude était celle du repos, celle d'un homme qu'une mort subite, et sans aucune agonie violente, aurait surpris pendant le sommeil. Rivière, lui, considère qu'il est mort dans son sommeil. En 1872, tout ce qu'on connaît des Homo sapiens sont les vestiges de Cro-Magnon, qui viennent tout juste d'être découverts dans le sud-ouest de la France, en Dordogne. Mais ce sont des restes fragmentaires, de simples ossements découverts en vrac et désorganisés. C'est sans comparaison avec le squelette de l'homme de Menton, extrêmement bien préservé, à la riche parure de coquillages perforés. Entre 1872 et 1900, Émile Rivière, puis d'autres chercheurs, découvrent au total une quinzaine d'individus dans les cavités des Balsirossi. Bientôt, d'autres squelettes ailleurs en Europe seront également retrouvés dans des contextes paléolithiques. Au tournant du XXe siècle, les preuves s'accumulent. L'idée de la sauvagerie préhistorique commence à être ébranlée. Et si finalement ces populations avaient été différentes de ce qu'on avait imaginé, moins simiesques, plus civilisées? Laissées de côté pendant plus de 120 ans, alors que les découvertes archéologiques s'accumulent au cours du XXe siècle et que la recherche évolue, dans le courant des années 1990, l'homme de Menton va se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs et venir battre en brèche une autre idée reçue sur la préhistoire. Ce squelette était dans le laboratoire de préhistoire du musée de l'homme et tous les jours je le voyais. Je me suis aperçue que ce bassin n'avait rien de masculin. C'était un bassin large avec une échancrure sciatique très ouverte, comme sur les bassins féminins. Mais ce qui avait, je pense, surpris les fouilleurs, c'est que c'était un individu. De nombreux moulages, le squelette est soigneusement extrait de sa gangue, scanné et réétudié. On l'a dégagé pour isoler chaque élément afin de l'étudier, de le scanner, d'en faire une étude anatomique précise. Les époux de Lumley décident de s'entourer d'une équipe de chercheurs pluridisciplinaires afin d'entreprendre une réétude complète qui va mettre en œuvre toutes les méthodes et les connaissances actuelles pour faire parler les vestiges de celle qu'on appelle désormais la Dame du Cavillon. De l'espèce Homo sapiens, elle nous ressemble, elle est de notre espèce. Les analyses ont montré qu'elle est morte alors qu'elle avait une trentaine d'années et qu'elle a probablement eu des enfants. Mais comment cela représentait cette Dame du Cavillon?
Comment la reconstituer, l'imaginer en évitant les clichés d'autrefois? Si les analyses ADN n'ont rien donné sur ses propres ossements, on sait désormais que ses contemporains avaient la peau sombre et les yeux clairs, sur tout le continent européen. Le Gravétien est une des sous-périodes du Paléolithique récent. Datée entre 34 000 et 24 000 ans avant le présent, cette culture se retrouve sur l'ensemble de l'Europe, reconnaissable, entre autres, par ses outils et armatures en silex, dont cette pointe de la gravette caractéristique, qui a donné son nom au Gravétien. Le Gravétien est aussi l'époque des grottes Cosquer, Pechmerle et Gargas, pour les plus connues d'entre elles. À l'époque du Gravétien, et donc de la Dame du Cavillon, le climat est beaucoup plus froid que l'actuel, et la végétation bien différente. D'imposants glaciers au nord de l'Europe et sur les massifs montagneux retiennent les eaux de la mer. Partout, le rivage recule. Devant les Balsirossi s'étend une vaste plaine ouverte où le gibier abonde. Les populations de l'époque vivent en petits groupes. Chasseurs, cueilleurs, nomades, ils se déplacent sur des vastes territoires de plusieurs centaines de kilomètres. Juste à côté de la grotte du Cavillon se trouve dont on se sert au campement pour des travaux de tous les jours, le tannage des peaux, la découpe de la viande, des travaux de désarticulation, des carcasses, etc. On produit des lames à partir d'une matière première, qui est une matière première, et avec certainement, dès ces périodes-là, des artisans spécialisés. On commence à parler de maître tailleur, d'atelier, avec quelqu'un qui apprend à des apprentis, et même des enfants qui s'essayent à la taille de manière assez maladroite, et on retrouve leur production maladroite. On sait que ce peuple fait du feu, travaille le cuir, sait coudre au poinçon et au perçoir. De par la parure retrouvée dans les tombes, des animaux chassés et nos connaissances sur le climat, on peut leur imaginer des vêtements chauds, bien cousus, des chaussures, un goût et un soin dans l'apparence, comme pour beaucoup de peuples de chasseurs-cueilleurs actuels. Les gens marquent leur corps avec ces ornements et construisent ce que nous appelons en termes anthropologiques des identités. Ils construisent. Au-delà d'indiquer un goût pour l'ornementation, les coquillages retrouvés sur le crâne de la Dame du Cavillon pourraient-ils être un indice pour en savoir plus sur le statut de cette femme et son identité au sein du groupe? Dans l'atelier de moulage de Tautavel, Marion Quatrepoint a étudié la coiffe de la Dame du Cavillon pour essayer de la reconstituer telle qu'elle devait être à l'origine. On peut voir que les coquilles étaient alignées d'une certaine manière, donc en fait enfilées sur un fil. Il y a plusieurs endroits où on peut repérer ce même type d'organisation. Alors en fait, beaucoup de sépultures gravétiennes. Alors les coquillages utilisés n'étaient pas très rares, par contre uniquement dans cette espèce-là, donc la Nassa neritea. Je sais que sur d'autres sites, d'autres coquillages ont été utilisés, mais là, vraiment pour la Dame du Cavillon, c'est exclusivement ce coquillage. Ce peuple de la Dame du Cavillon, vivant à proximité de la mer, a développé une identité autour des parures de coquillages, de vertèbres de poissons, de craches de cerf, peut-être pour se distinguer des autres tribus. On retrouve ailleurs en Italie les mêmes associations de matériaux dans d'autres tombes gravétiennes. Dans les pays de l'Est et jusqu'en Russie, d'autres groupes présentent un goût marqué pour les canines de renard et l'ivoire de mammouth. Mais au-delà de ces identités régionales, on peut également observer un déplacement des matières premières sur de longues distances, signe des premiers réseaux d'échange. Des biens et des idées, par intermédiaire, sur de longues distances. Donc on voit comme ça se déplacer des silex. Partout, on observe un ornement de la tête, tout comme sur les statuettes féminines retrouvées à travers toute l'Europe, en territoire gravétien, signe d'une même croyance partagée. Quelle était leur fonction à l'origine? Étaient-elles des amulettes? Donnaient-elles du pouvoir aux femmes? Un rôle naturel en tant que mère dans le fait d'élever les enfants.
dans la préparation de la nourriture, probablement. À l'heure actuelle, un peu moins de la moitié des sépultures gravétiennes ont été identifiées comme étant celles de femmes. Le sexe des individus ne semble donc pas déterminant pour justifier les inhumations. Mais la rareté des sépultures semble toutefois indiquer une sélection dans les individus. On ne sait pas exactement quel est le statut de ces individus. Tout à l'heure, j'ai parlé de maîtres tailleurs, il y a peut-être des maîtres artistes ou des maîtres chasseurs ou un chaman ou je ne sais quel individu, homme ou femme, qui dans la société ont un rôle un peu particulier et qui méritent ce traitement particulier. Parce que, en fait, le nombre de sépultures qu'on a en Europe... Les sépultures du site de Sungir, en Russie, à 180 km de Moscou, ont été découvertes dans les années 1960. Elles ont marqué des générations de chercheurs par la richesse de leur ornementation et de leur mobilier funéraire. Datées d'environ 30 000 ans, elles dépassent par leur opulence et de très loin toutes les autres découvertes paléolithiques sur des dizaines de millénaires. Alexandra Buzilova est directrice de recherche et travaille à l'Institut d'anthropologie de Moscou. Il y a quelques années, elle a repris des études sur les squelettes des individus de Sungir. Tout ce qui a été découvert ici est unique. Ça fait partie d'un patrimoine mondial et dépeint les histoires extraordinaires d'un passé très lointain. La première sépulture, découverte en 1964, est celle d'un homme adulte. La seconde, découverte quelques années plus tard, abrite 2 enfants. On a trouvé 2 enfants enterrés avec plusieurs milliers d'ornements. Des enfants de 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Et nous avons pensé que les enfants ne devraient pas avoir... De même, la quantité et la qualité des perles en ivoire de mammouth retrouvées sur les squelettes, qui devaient être à l'origine cousues sur les vêtements, est stupéfiante. On imagine que chaque perle nécessitait 3 heures pour être fabriquée, ce qui veut dire au total 35 000 heures de travail. C'est vraiment difficile à imaginer. Il est vrai qu'il est surprenant d'avoir autant de mobilier funéraire et de parures dans les tombes paléolithiques. Certains collègues commencent à sérieusement parler de hiérarchisation pour ces sociétés du paléolithique. Ces gentils chasseurs, cueilleurs, collecteurs ne sont peut-être pas si égaux que ça devant l'Éternel. Ailleurs en Europe, d'autres tombes gravétiennes ont livré de nombreux indices de ce qu'on pourrait interpréter comme des biens de richesse au paléolithique. De grandes lames de 30 cm découvertes dans la tombe du jeune prince des arènes candides et d'autres, au Balsirossi, en silex de très bonne qualité et sans trace d'utilisation. Des perles d'ivoire dans une région où celle-ci est très peu présente. La rareté des matériaux, parfois importés de plus d'une centaine de kilomètres, la qualité d'exécution des objets et des perles retrouvées dans les tombes sont des éléments à prendre en compte pour essayer de comprendre ce que pourraient être des biens de prestige à une époque où ni l'or ni l'argent ne sont employés. Pourtant, si certains préhistoriens commencent à envisager une possible hiérarchie sociale au paléolithique, d'autres chercheurs s'y refusent, sans qu'on puisse déterminer par des preuves archéologiques qui a raison. Je ne voudrais pas percevoir ces sépultures riches et uniques comme étant de simples tombes dédiées à des personnes appartenant à un rang social élevé. Grâce à l'ethnographie, nous comprenons que la société des chasseurs-cueilleurs est une société égalitaire, dans laquelle l'artisanat et le savoir-faire sont valorisés et où il n'est question d'aucune richesse. Pourquoi est-ce que certaines étaient plus richement ornées que d'autres? Peut-être elles étaient plus aimées. Peut-être aussi que ces parures étaient faites par la personne elle-même. C'est peut-être en fait des parures de, je dirais, des vêtements de fête, une parure de cérémonie. Donc, comme ça se faisait d'ailleurs chez nous il n'y a pas si longtemps, on enterrait les gens dans leur costume de fête. Hein. Je pense aux enfants notamment, ils sont souvent assez ornés,
Peut-être que c'est les parents qui... La région de la Moravie, en République tchèque, est un autre des hauts lieux de la préhistoire. Sur quelques kilomètres carrés, plusieurs sites ont été découverts, dont celui de Donji Veštonice, actuellement recouvert par des vignes. Bien loin de toute primitivité, ces peuples qui vivaient là il y a 30 000 ans maîtrisaient déjà la technique de la terre cuite, du tissage, de l'artisanat sur ivoire de mammouth, dont cette défense qui pourrait être interprétée comme la première carte au monde. Leur rituel funéraire était également surprenant et élaboré. Si la plupart des individus ont été retrouvés isolés et simplement recouverts de grandes omoplates de mammouth, c'est une étrange sépulture triple qui a marqué le monde scientifique par sa mise en scène lors de sa révélation publique. Le petit musée de Pavlov, à quelques kilomètres de là, conserve un moulage de cette mystérieuse sépulture. Le professeur Svoboda était présent lors de sa découverte en 1986. Ce n'est que dans les jours suivants que nous avons tout dégagé et mis le site au jour. Et à partir de là, on a pu se mettre à imaginer... Celui de gauche tend sa main vers le bassin de l'individu central. Les crânes, mais aussi le geste de cette main sur le bassin, sont marqués à l'ocre rouge. Qu'est-ce que cette étrange et macabre mise en scène était censée signifier pour ceux qui les ont inhumés? Les premiers découvreurs ont d'abord pensé que l'individu central était peut-être une femme, morte en couche. Ce n'est donc que récemment, lorsqu'on a réalisé des analyses ADN, qu'on a démontré que c'était finalement un homme. Il s'agit ainsi d'une sépulture de 3 jeunes hommes. La disposition des individus suggère que celui du milieu a probablement eu un rôle intéressant, voire important dans sa société. Il a souffert de plusieurs... La plupart des préhistoriens font une association très forte entre le handicap à l'époque paléolithique et le fait que ces individus atypiques auraient pu être les chamans de leur groupe. Ne pouvant chasser comme les autres, ils auraient eu un autre rôle, plus religieux, qui justifierait leur inhumation particulière. Cette hypothèse se base sur un cas emblématique, daté d'environ 27 000 ans avant le présent. Retrouvé à Brno, toujours en République tchèque, cet individu présentait d'importantes pathologies. Il souffrait notamment d'ostéoporose, et cela devait l'handicaper pour marcher. Il a été découvert avec un riche mobilier funéraire. À ses côtés se trouvait une marionnette articulée en ivoire de mammouth, une pièce exceptionnelle qui ressemble à d'autres figurines retrouvées dans des tombes de chamans sibériens, mais à des périodes récentes. Il semble que la statuette est une coiffure, cheveux mi-longs à l'arrière, coupés courts sur le devant. Les yeux et le nez sont suggérés. Et puis, ici, au niveau de la base, se trouve une ouverture naturelle qui a pu servir pour relier la tête au corps. Il s'agissait sans doute d'une statuette masculine, comme nous pouvons le voir au niveau de cette partie, ce qui est tout à fait unique dans le contexte paléolithique. L'ensemble de la découverte contenait par ailleurs des coquillages, des anneaux, des disques en pierre et en ivoire de mammouth. Il y avait également une baguette de tambour. Tous ces objets laissent penser qu'il pouvait effectivement s'agir de funérailles de quelqu'un de très important, sans doute le chaman de la tribu. Les inhumations paléolithiques auraient donc pu être réservées aux chefs ou aux chamans. Mais la sépulture triple de Donji Veštonice pose d'autres questions. Comment expliquer que ces 3 individus soient morts en même temps? Il existe un autre exemple de sépulture triple au Gravétien. Cette tombe a été découverte à une 50aine de mètres de celle du Cavillon, dans une autre cavité appelée Barma Grande. La sépulture triple y a été découverte en 1892.
soit 20 ans après la Dame du Cavillon. L'original de cette sépulture est actuellement conservé. Faite pour des individus exceptionnels. L'individu adulte était certainement un homme. Les études génétiques faites il y a une quinzaine d'années suggèrent que les deux individus plus jeunes, probablement des adolescents, seraient en réalité deux jeunes femmes adolescentes. En tout cas, ils ont des traits crâniens qui suggèrent que même au-delà des analyses ADN, il y a une familiarité entre ces trois individus. Ce qui est curieux, c'est que ces trois individus soient morts en même temps, au même moment, et qu'ils aient été enterrés ensemble. En effet, beaucoup de chercheurs, en particulier le professeur Vincenzo Formicola, a proposé, après avoir étudié cette sépulture et celle de Dolní Věstonice, d'essayer de comprendre si, pendant le Paléolithique, il était pratiqué des rites sacrificiels. Quand ils mouraient, ou peut-être quand ceux qui les accompagnaient mouraient, quelqu'un était sacrifié, dans une logique qui nous reste lointaine. La possibilité que certains des individus inhumés soient en réalité des personnes sacrifiées est peu à peu évoquée par les chercheurs. En Russie, les préhistoriens ont revisité les fouilles anciennes à la lumière de ces nouvelles hypothèses. La première vertèbre thoracique de son squelette, qui malheureusement n'était nulle part lors de la première analyse, a été retrouvée. D'après notre étude, cette vertèbre thoracique présente clairement un trou, éventuellement fait avec un outil en os. L'homme s'est rapidement vidé de son sang. D'après nos recherches, l'aîné des deux enfants est mort d'une entaille à l'estomac. On peut apercevoir des traces de coups sur son os pelvien gauche, peut-être fait avec une flèche ou avec une lance. Il est très difficile aujourd'hui de procéder à un examen plus précis. La Dame du Cavillon porte-t-elle des indices de mort violente qui pourraient suggérer qu'elle aurait été sacrifiée par son clan? A-t-elle des traces de pathologie qui pourraient la rattacher à l'hypothèse d'individus handicapés considérés comme chamans? Les époux de Lumley ont scruté le squelette à la lumière de ces différentes hypothèses. Alors, on s'est aperçu sur le squelette, il y avait une anomalie au niveau de l'avant-bras gauche et nous avons cette déformation sur le radius et il s'agit en fait d'une fracture bien consolidée. Et on a recherché quelle pouvait être la cause de cette fracture. Là, il s'agirait d'un choc violent directement sur l'avant-bras. Mais qu'elle était bien consolidée, finalement, ça veut dire que sa santé était bonne, sa calcification était bonne, et pas eu d'infection, pas eu... On a constaté aussi quelque chose, mais vous voyez, il y a une petite... Si on ne peut rattacher la Dame du Cavillon à ces individus ayant succombé à une mort violente, accidentelle ou volontaire, elle pourrait donc bien en revanche avoir eu un léger handicap, et donc être rattachée à ces individus considérés comme... À la fois, ils sont proches par certains aspects, tout simplement parce qu'ils sont humains, voilà, comme moi. Et en même temps, il y a une très grande distance entre eux et nous, eux et moi. Voilà. Le Gravétien a été la période la plus riche en inhumation de tout le Paléolithique. Il y a 20 000 ans, cette pratique va disparaître pour plusieurs millénaires. Avec la découverte de la grotte de Cussac, ce sont de nouvelles pistes de recherche qui se sont ouvertes ces dernières années. Traitements funéraires différenciés selon les individus, associations possibles avec de l'art pariétal. Partout en Europe, on revisite les sites passés, à la lumière des nouvelles connaissances et de notre ouverture d'esprit qui se modifie. Actuellement, des recherches sont en cours dans plusieurs sites du sud-ouest de la France, comme à Cro-Magnon, révélant ça et là une association de sépultures gravétiennes avec un art pariétal presque effacé par le temps et aujourd'hui à peine visible.
À la grotte du Cavillon, en 1971, soit près d'un siècle après la découverte de la dame, un cheval gravé a été découvert qui n'avait jamais été vu auparavant. Aujourd'hui, cette association entre sépulture et art est en pleine adéquation avec les recherches en cours. Une nouvelle fois, une découverte en a amené une autre. Une hypothèse a ouvert la porte à d'autres analyses, d'autres réflexions. Aujourd'hui, nous avons une vision différente de l'homme lointain. Notre époque porte également un autre regard sur les femmes, permettant de nouvelles réflexions. Alors, qui a vraiment été la dame du Cavillon de son vivant? Une femme comme les autres? Une chasseuse? Une handicapée? Une chamane ou encore la chef de son clan? Est-elle morte simplement de mort naturelle? A-t-elle été sacrifiée ou honorée? Si son mystère demeure, il n'en reste pas moins que ces sociétés paléolithiques sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imaginait autrefois. Au fur et à mesure que la recherche avance et que notre regard se fait plus ouvert, elles se dévoilent davantage dans toute leur diversité. Les sépultures paléolithiques restent une clé importante de la compréhension de ces sociétés du passé. Celle de la dame du Cavillon, en tout cas, n'a pas fini de livrer tous ses secrets.